J'ai déjà eu, Monsieur Simondon, l'occasion de vous dire l'impact extraordinaire que le mode d'existence des objets techniques a eu sur tous ceux que vous avez atteints. Mais dans notre admiration, à notre admiration plutôt se mêle un certain étonnement. Nous nous demandons fréquemment comment une pensée si fermement axée que la vôtre sur le problème de l'individuation en est venue à la mécanologie et à étudier l'objet technique comme tel. Je comprends. En fait, je ne saurais le dire, il y a toujours des hasards universitaires. Cependant, une relation réelle me paraît exister, en ce sens qu'un objet technique existe, se constitue d'abord comme une unité solide, un intermédiaire entre le monde et l'homme, un intermédiaire peut-être entre deux autres objets techniques, et que la première phase de son développement, c'est avant tout une phase de constitution de l'unité, une phase de constitution de la solidité. Prenez un outil. Qu'est-ce qui fait l'essentiel d'un outil? C'est qu'il est un rapport, bien sûr, un intermédiaire entre le corps de l'opérateur et les choses sur lesquelles il agit. Mais c'est aussi qu'il doit d'abord, pour être un bon outil, être indémanchable, être bien constitué. Alors, selon les différentes cultures, on trouve par exemple un emmanchement à collet, un emmanchement à douille, un emmanchement à jonc ou à soie. Ce sont différentes solutions qui sont appropriées au bois dur, au bois moyen, au bois tendre des pays du Nord. Ces différentes solutions sont toutes rationnelles si l'on tient compte des deux constituants, à savoir le fer d'un côté, le manche de l'autre, et si l'on se rend compte d'autre part que la nature même de l'outil, c'est d'établir un rapport constant et non fallacieux entre le corps de l'opérateur et l'objet sur lequel il agit. Il y a une individualité, mais une individualité intérieurement consistante de l'objet, même de l'outil. Ne prenons pas pour l'instant d'autres objets techniques, j'ai pris le plus élémentaire, celui par exemple que le roi Gourand a étudié dans Milieu et technique, ou bien L'homme et la matière. Mais si nous passons maintenant à la machine elle-même, le même principe d'individuation se retrouve, le même phénomène d'individuation se retrouve, mais peut-être dialectisé. Il se retrouve parce que le point de départ, presque nécessaire, c'est la résolution d'un problème par l'apparition d'un intermédiaire qui est souvent une pièce nouvelle. La roue, par exemple, est une pièce nouvelle et qui, dans le charroi des fardeaux, intervient peut-être comme rouleau ou rondin au point de départ, qui intervient ensuite et essentiellement quand elle a un axe, c'est-à-dire quand elle est solidarisée par rapport au châssis du chariot ou du fardier, tout en pouvant rouler sur le sol. Cet intermédiaire doit d'abord, pour être viable, pour être fiable, comme disent nos industriels, être solide au sens à la fois vulgaire et latin du terme, c'est-à-dire d'un seul bloc. Comme il ne peut pas être généralement ouvragé d'un seul bloc, il faut qu'il soit assemblé. Et la technique de l'assemblage, c'est la technique artisanale de la solidité qui vise à faire un seul bloc avec plusieurs. Par exemple, le bandage a été, dans les roues au point de départ, surtout un système de fret. C'est le grand cercle en fer que nos charrons faisaient chauffer dans la braise avant que de le mettre autour des pièces de bois de la jante afin qu'il les serre par refroidissement. Et le moyeu. Le bon moyeu est un moyeu qui permet un assemblage solide, des raies. L'ancienne discussion sur les roues à rayons et le croisement ou le non-croisement des rayons, l'inclinaison des rayons par rapport au plan vertical du véhicule, ce sont des discussions qui ont trait à la première phase, à la phase, disons, d'individuation et de stabilité de la roue en tant qu'objet technique. Ultérieurement apparaissent d'autres phases. Mais le point de départ, c'est qu'une roue doit être une roue et qu'une roue doit être un et non plusieurs.
Et quelle que soit la complexité ensuite de l'objet technique, mettons qu'il s'agisse d'une machine, si on peut toujours employer le concept d'objet technique à une machine constituée, complexe, le même principe s'applique au point de départ. à ce dialecte. Au point de départ, car pour qu'une machine existe, il faut d'abord qu'elle soit viable comme un être vivant est viable, c'est-à-dire qu'elle soit non autodestructive, qu'elle soit le siège, si l'on peut dire, d'échanges qui font qu'elle est stable. Songez à une lampe dans laquelle le feu prendrait, qui n'aurait pas cette régulation permettant à la combustion d'être stable. Bien. Cette lampe serait vouée à ne pas exister, précisément parce qu'elle serait autodestructive. Autrement dit, l'unité du fonctionnement, la stabilité du fonctionnement, sa cohérence interne, sont la condition d'existence d'un objet technique quelconque, aussi bien que d'une machine. Un moteur thermique, le premier moteur diesel, n'a pas pu exister parce qu'il n'avait pas été conçu de manière telle qu'il put ne pas exploser. Le mélange tonnant, l'introduction du combustible dans l'air se faisait avant la compression. Le deuxième moteur de diesel a été celui dans lequel une fine pulvérisation sous très haute pression de gas oil intervient en fin de compression et sert en même temps à l'allumage, puisqu'à ce moment-là, l'air est à une température élevée, ce qui permet l'inflammation du gaz oil. Alors, voilà ce qui était... Le premier était autodestructif, puisqu'il a explosé. Et le deuxième ne l'est pas. Et cela établit parfaitement votre relation entre la mécanologie et des principes d'individuation que vous avez explorés. Oui, de façon simplifiée. De revenir sur la roue et oui, la rationalisation mais c'est un bon exemple. De la machine. De façon simplifiée, c'est cela. Ultérieurement d'ailleurs, nous voyons bien que pour prendre une complexité plus élevée, les objets techniques ont besoin habituellement d'avoir des circuits d'information qui ne sont pas seulement des circuits implicites d'information, qu'on pourrait appeler des circuits d'information associés. La lampe qui, plus elle chauffe, plus elle fait appel d'air, donc plus elle se refroidit, se stabilise, mais elle se stabilise par l'intermédiaire de ce courant d'air qui n'est pas de l'information au sens propre du terme. Toutefois, son fonctionnement implique quelque chose d'informationnel à titre implicite, impliqué, interne. Au contraire, dans des machines beaucoup plus complexes, il faut faire appel à de l'information qui est conçue et traitée comme de l'information à l'état séparé. C'est ce que nous voyons dans toutes les machines qui utilisent l'électronique pour des servorégulations et pour des asservissements, ou même qui ont des asservissements à fluide. Mais déjà l'information implicite qui permet l'homéostasie et la stabilité de l'objet existe dans une simple lampe à huile ancienne. Est-ce que vous reconnaissez l'existence d'un courant de pensée mécanologique qui aurait peut-être commencé, disons, avec Reuleaux? Oui, et je pense bien, je connais mal les auteurs qui vous avez l'obligeance de me parler, mais qu'une mécanologie existe, tout au moins comme goût, comme tendance et comme poésie du rapport entre l'industrie la plus parfaite, ou la science la mieux équipée, et une nature à l'état le plus naturel, c'est-à-dire le plus prime sautier et le plus absent des souillures humaines, et cela est certain. Chez nous, par exemple, Jules Verne le représente bien. J'ai plutôt abordé le goût mécanologique par les romans d'anticipation scientifique de Jules Verne, qui sont du XIXe siècle, que par les philosophes. Par les philosophes. Et pourtant, vous aboutissez à une mécanologie proprement dite et qui est tout à fait d'essence philosophique. Cela n'est pas étonnant, et il est très réconfortant au contraire que plusieurs personnes de pays différents, de cultures variées, ayant étudié les mêmes objets et leur histoire identique, arrivent finalement à des conclusions convergentes. Et vous vous situez, à votre sens, de quelle façon dans ce courant mécanologique encore incoatif, informe, vers quoi entendez-vous le faire déboucher? Oui, je voudrais aller surtout vers quelque chose de culturel.
ce qui maintenant me préoccupe le plus, ce n'est pas une étude froide et objective que je crois nécessaire. Une étude froide et objective des choses, je ne veux pas faire un musée, encore que j'en reconnaisse la nécessité et l'utilité. Je voudrais surtout éveiller culturellement mes contemporains en ce qui concerne la civilisation technique, ou plutôt les différents feuillets historiques et les différentes étapes d'une civilisation technique. Car j'entends des grossièretés qui me découragent. Particulièrement, l'objet technique est rendu responsable de tout. Nos civilisations sont techniciennes, il n'y a pas assez d'âme, ou bien la civilisation de consommation est rendue responsable des désastres de nos jours et du désagrément de vivre. Elle n'est pas tellement technicienne, notre civilisation, mais quand elle l'est quelquefois très mal. Autrement dit, je crois bien qu'il faudrait apporter un tempérament, qu'il faudrait modifier l'idée selon laquelle nous vivons dans une civilisation qui est trop technicienne. Simplement, elle est mal technicienne. Elle est mal technicienne parce qu'à chaque époque, il y a une espèce de pression faite par les utilisateurs pour que les producteurs présentent des objets ayant l'allure, ayant les caractéristiques externes de ceux qui existaient à la génération précédente. On pourrait appeler cela une hystérésis culturelle, une traînée culturelle, un retard culturel. Nous avons dit tout à l'heure que le premier caractère des objets techniques, au moment où ils se constituaient, c'est d'être une unité, d'être indivisible en quelque mesure, car c'était leur principal mérite. La bonne roue doit être une roue indivisible au point de départ. Qu'en résulte-t-il? Il en résulte ceci, c'est qu'ils ressemblent fort à des êtres vivants. À des êtres vivants qui naissent, qui se développent. Ici, l'objet technique naît et se développe en usine. Et puis, ils ont une vie au grand air. Après, ils meurent. L'objet technique, au point de départ, est un objet qui, d'abord, n'est pas fait pour se survivre dans l'une de ses parties. Il est un peu comme ce carrosse d'un poète anglais que cite Norbert Wiener, disant « En lui, tout a été usé au même instant et tout s'est effondré. » Cela est bien, mais un objet conçu de cette manière est un objet qui ne représente que le point de départ et la première étape de la constitution technique. Après cela, le progrès technique consiste au contraire en ce que l'objet doit se diviser, se dichotomiser. Une part en lui, une de ses bandes latérales, s'adapte au monde extérieur, l'autre à l'utilisateur. Et à ce moment, une partie de l'objet a tendance à se pérenniser, l'autre change ou s'use et est destiné à être labile. Si l'on traite l'objet au moment où il devient dichotomique comme un objet où tout s'use en même temps et doit être jeté, il y a une erreur culturelle fondamentale. Par exemple, on change d'automobile dès qu'elle est démodée. Et là est le mal. Le mal, c'est le fait qu'à une époque déterminée, l'objet ne soit pas connu selon ses lignes essentielles, qui sont principalement ces lignes temporelles, ces lignes évolutives temporelles, ne soit pas connu comme il devrait l'être par les utilisateurs, ce qui pousse d'ailleurs les producteurs, volontairement ou involontairement, à envelopper l'objet technique d'une publicité ou d'apparence qui camoufle sa réalité essentielle. La troisième étape de l'objet technique est celle qui fait apparaître l'objet de réseau, c'est-à-dire un objet relativement simplifié. À ce moment-là, il doit devenir économiquement facile à acheter et surtout facile à entretenir, car il doit être pluralisé, il doit être relativement segmentaire, chaque partie de cet objet pouvant être échangée en échange standard contre une autre lorsqu'une avarie intervient. Alors que l'objet dichotomisé dont nous parlions tout à l'heure relevait de l'artisan hautement qualifié pour pouvoir être réparé. Dans ces conditions, il y a une évolution de l'objet technique qui fait que les réalités culturelles doivent être aussi contemporaines que possible de la véritable nature de l'objet. Si elles représentent ce qu'était l'objet il y a 20 ans, elles conduisent à une consommation ostentatoire ou à une attitude erronée, finalement à une déception, alors on charge l'objet technique, on en fait le diable au fond, on le charge de tout ce qui va mal
dans la société, alors que ce qui va mal, ça n'est pas que l'objet technique soit le mal et fasse aller tout le reste de travers, c'est simplement qu'entre l'homme et la chose, il y a un hiatus, une incompréhension, une espèce de guerre. Voilà, je crois, ce qu'il faudrait remettre en place, une saine connaissance du fait qu'il ne s'agit pas de dire seulement objet technique globalement. L'objet technique, c'est soit un objet technique commençant, soit un objet technique à l'étape dichotomique, comme la force de T, où il essaie de s'adapter à tout, soit enfin un objet de réseau. Et ce n'est pas avec les mêmes attitudes, ce n'est pas en demandant la même utilisation que l'on doit aborder chacune de ces trois étapes. Replacer historiquement l'objet technique, apprendre aux utilisateurs et aussi aux producteurs, qui quelquefois le méritent, qu'il faut être complètement dans le présent historique, ce serait la tâche culturelle la plus importante à laquelle je voudrais arriver. Tout ce que vous dites me ramène à ce que vous avez écrit au sujet de l'incompréhension de la machine, attribuable au fait qu'elle est jugée par une raison qui n'est pas contemporaine d'elle-même. Oui, mais en fait, ce n'est pas seulement une raison, car il y a la raison, il y a le savoir. Pour comprendre un objet technique et pour avoir une attitude droite et juste envers lui, il faut d'abord savoir comment il est constitué dans son essence et avoir assisté à sa genèse, ou directement quand c'est possible, ou par l'enseignement. Or, il n'existe pas d'enseignement de l'histoire des techniques, c'est extrêmement regrettable. Et en plus de la raison, en plus du concept, de la pensée, de l'intelligence, il y a, au-delà du théorique, peut-être une certaine relation à la réalité technique, qui est une relation partiellement affective et émotive, et qui ne doit pas être non plus l'équivalent d'une relation amoureuse ridicule. Il ne faut être ni trop passionné pour les objets techniques, ni exclusivement passionné pour un seul, bien sûr, ni d'autre part complètement indifférent envers eux et les considérant comme des esclaves. Il faut une attitude moyenne d'amitié, de société avec eux, de fréquentation correcte et peut-être quelque chose d'un peu ascétique afin que l'on sache les utiliser même quand ils sont anciens, ingrats, et que l'on puisse avoir une certaine gentillesse pour le vieil objet qui mérite, sinon de l'attendrissement, tout au moins des égards dus à son âge. Ceci nous amène encore à autre chose qui se dégage de votre œuvre, à savoir que l'essence machinique réside dans sa rationalité et sa valeur culturelle aussi. Est-ce que je vous interprète correctement? Dans sa rationalité et sa valeur culturelle, oui. Et que sa valeur culturelle réside dans sa rationalité. La valeur culturelle elle-même réside dans la rationalité. Sans doute car j'ai parlé d'une essence de l'objet technique. Mais cette essence-là n'est pas uniquement rationnelle, ou alors il faut être rationaliste, non pas pragmatiste, il faut être rationaliste réaliste. Croire que la raison atteint les choses, atteint les processus physiques, et au-delà des processus physiques, la totalité du monde. En ce sens-là, j'accepterais bien l'idée de raison, pourvu qu'elle ne soit pas restrictive. La voyez-vous dans un sens inductif quant à la production de la machine et à sa création? Inductif, déductif aussi en une certaine mesure, mais une induction plénière qui reste près du concret. Une raison qui, par conséquent, serait une raison extrêmement près du réel, et qui en tout cas ne chercherait pas à être une raison à partir des idées innées. Oui, c'est très important ce point-là. Il est clair que, à la suite de ce que vous dites, un champ poétique apparaît autour de la machine. Oui. Il est logé dans un certain champ poétique. Si justement la raison est conçue comme inductive et comme cherchant à ne pas s'éloigner du concret du réel, l'ambiance de l'usage de l'objet technique, de son invention, reste assez près du monde, peut même devenir une manière de décoder le monde avec des vitesses, des modes de regard, des manières de se tenir que le simple corps
n'aurait pas permis. À ce moment-là, l'objet technique a une valeur prothétique ou prosthétique, comme disait Norbert Wiener. Voir le monde d'avion, le voir d'un satellite, c'est le voir comme jamais homme ne l'a vu, aussi concrètement, mais à une plus grande distance et d'une plus grande vitesse. On ne saurait accorder de privilège à la bipédie pour voir le monde, ou au fait de passer en voiture. Tout est bon pourvu que l'on reconnaisse qu'il s'agit de vitesses et d'altitudes différentes. Dans la perspective que vous ouvriez un moment, est-ce que vous trouveriez déplacé de faire certains rapprochements avec la pensée de Bachelard? Une analogie parallèle entre sa pensée inductive, son interprétation inductive de l'outillage scientifique et de la démarche scientifique. Je ne sais pas, Bachelard est un poète, je ne connais pas de manière suffisamment précise tous les ouvrages de Bachelard pour pouvoir répondre avec pertinence. Ce qui me semble, c'est que l'on pourrait faire une psychanalyse de l'objet technique, comme Bachelard a fait la psychanalyse des éléments. Voilà où je voulais en venir. Bien. Et particulièrement, je crois que chacun des objets techniques peut être traité comme ayant une intention et une attitude. Quand on va contempler un émetteur de télévision qui est au sommet d'une montagne, comme le mont Pilat, à quelques 40 km d'ici, on voit non seulement l'émetteur en tant qu'émetteur, qui est à la place d'un ancien télégraphe, chape, mais on trouve de plus l'antenne réceptrice parabolique qui reçoit le faisceau venant de Paris, et l'autre antenne de l'autre côté de la tour qui émet vers l'Italie du Nord.